5, 6, 7. Not quite my tempo. It's all good. No worries. Here we go. 5, 6, 7. Bonjour à tous, bienvenue pour ce top 10 des films de la décennie 2010-2019. Avant de commencer le top, juste l'instant pub de la chaîne, puisque je remercie encore une fois énormément Jimmy Aftershock de m'avoir modifié les miniatures, et je pense que vous l'aurez remarqué, j'ai modifié aussi le petit logo de la chaîne. Voilà, je trouve que ça correspondait mieux à... Mais ça correspondait mieux tout simplement à ce que je faisais. Et bon, faut dire aussi, c'est beaucoup plus épuré et ça n'a rien à voir quoi. Donc merci encore à toi, grand merci. J'en profite au passage, puisque le monsieur, je vous rappelle qu'il a modifié la plupart des plus récentes miniatures des vidéos que j'ai faites. Et bon, il n'y a pas photo, je pense que vous et moi, on est d'accord là-dessus. C'est beaucoup mieux comme ça. J'en profite au passage parce que il a une boutique en ligne. Alors vous tapez Etsy, E-T-S-I sur internet, et vous cherchez à Hellraiser Closing, voilà comme le nom du film. Et je dois dire qu'il y a des articles plutôt sympas sur le cinéma, donc allez faire un tour si ça vous intéresse. Encore une fois, grand merci à toi pour le miniature et pour tout ce que tu as fait en termes de montage, quoi, c'est balèze, quoi. On va passer au classement, c'est parti, le classement du top 10 de la décennie. Pour ce qui est du classement, c'est pas compliqué, un film par an, pas d'ex-aequo, pas de triche cette fois-ci, donc il y aura beaucoup de sacrifiés. Sans plus attendre le numéro 10, à savoir l'année 2012 avec The Dark Knight Rises, parce que malgré tout ce qu'on a pu en dire sur ce film, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par rapport au Dark Knight et que forcément jamais il ne pourra dépasser The Dark Knight, eh bien moi, il m'a marqué ce film dans la décennie, ça marque la fin de Batman de Christopher Nolan. Je trouve que le réalisateur conclut superbement bien sa trilogie, de bout en bout, malgré le fait qu'il ait dû changer de scénario, puisque lui voulait la suite avec le Joker, forcément, comme Heath Ledger est mort dans le tournage du 2, bon ben ça s'est jamais fait quoi. Donc ils ont dû tout réécrire au scénario, et je trouve que implanter Bane comme ça, ne pas le mettre avec son Venom, etc., c'était plutôt original et c'était assez osé de sa part. Puisque c'est vrai que Tom Hardy et le réalisateur en particulier ont beaucoup été critiqués sur la façon d'amener Bane. Et bon, dans les comics, quoi, Bane il fait 3 mètres de haut avec son Venom, là, il fait 200 kilos, voilà, c'est une espèce d'animal sauvage. Et moi je trouve que malgré l'absence de venin dans Bane, eh bien Tom Hardy arrive à être convaincant et charismatique. C'est pas donné à tout le monde. Bon, oui, il y a évidemment cette mort de Marion Cotillard, mais c'est un détail quand on voit la qualité globale du film et le final qui arrive. Mais pour moi, c'est un détail ça, et parce que ce soit l'émotion des acteurs en tête, Michael Caine et Gary Oldman, Christian Bale aussi, l'action mêlée à ça, plus le scénario, et plus voilà quoi, la réalisation de Christopher Nolan, font de ce film tout simplement une superbe conclusion à la trilogie. Voilà. En mention honorable, alors pour les mentions honorables, ça sera tous les films qui sont vraiment passés à pas grand chose de la place, enfin pas grand chose du classement de l'année en question. Donc en 2012, on a eu Cloud Atlas, voilà, qui était vraiment un ovni cinématographique, avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'époques, et c'était vraiment incroyable. The Impossible, grand film, histoire vraie, avec Ewan McGregor et Naomi Watts, qui était très dur à regarder. Zero Dark Thirty, avec ma numéro 3, Jessica Chastain. J'adore cette femme, j'ai découvert dans ce film. Réalisation par Catherine Bigelow, voilà, bon ben voilà, Zero Dark Thirty. Et Skyfall, j'ai vraiment hésité entre The Dark Knight Rises et Skyfall. Parce que pour moi, Skyfall, c'est déjà de 1 le meilleur James Bond avec Daniel Craig. Et je le classe dans les 5 meilleurs James Bond de tous les temps. Voilà. En 9ème position, évidemment, je ne pouvais pas parler du classement des top 10 de la décennie sans mon réalisateur préféré. Eh bien, en 9ème position, on est en 2019, il y a 5-6 mois, avec The Irishman, réalisé par Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Bobby Cannavale, Harvey Keitel. Des acteurs plus que prestigieux, avec le réalisateur le meilleur de sa génération, le meilleur de tous les temps pour moi, bref, je me répète. The Irishman, il m'a marqué ce film dans la décennie, vraiment. Euh, je vois pas quoi dire de plus sur ce film, puisque j'ai déjà tout dit dans mon top 10 de 2019. Voilà quoi, il y a tout, il y a de l'émotion, il y a de l'action. Certes, c'est un film qui prend son temps, qui développe ses personnages, mais je trouve qu'il arrive à nous faire apprécier des gens pas très appréciables dans la vraie vie. Et il conclut sa tétralogie de la mafia magistralement bien. Bravo Scorsese, c'est une œuvre testamentaire pour moi, je pense.
Même si évidemment j'aimerais qu'il en fasse 10 de plus de films, Scorsese, mais bon ça c'est un autre sujet. En 2019, il y avait aussi Alita Battle Angel, Le Mans 66, et évidemment l'événement de l'année 2019, Joker. J'ai bataillé comme un malade pour savoir qui c'est qui a remporté cette place en 2019, à savoir The Irishman ou Joker. Mais évidemment que Joker restera dans les mémoires et sera un des grands films de la décennie, clairement. En numéro 8, on part en 2010, puisque mesdames et messieurs, en 2010, il y avait Toy Story 3, messieurs, dames, Toy Story 3. Alors je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du 3 dans une trilogie, alors je ferai une vidéo spéciale dessus, je pense, un jour. À savoir, le troisième opus d'une trilogie, c'est soit le film qu'on aime le moins de la trilogie, ou, et même parfois ça peut être cumulé, c'est l'opus qui est le moins réussi. Bon, Toy Story 3, il s'avère que c'est l'exception qui déroge à la règle, parce que évidemment, il nous offre une espèce de final de la mort qui tue, avec une espèce de claque dans la gueule du spectateur. C'est juste, voilà. Donc, pour le numéro 8, tout simplement, c'est le cœur qui parle en premier, puisque j'ai grandi avec les deux premiers épisodes, j'avais 10-11 ans par là. Et, enfin non, en 95, le premier, j'avais 6 ans, 7 ans. Et donc, évidemment que le 3, bon, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais le 3 m'a beaucoup ému, ça m'a marqué. Parce que ce final, avec Andy qui donne son carton de jouet, ben c'est comme le film nous dit aux spectateurs, tenez, regardez, on a grandi ensemble, on a joué ensemble, maintenant, hop, cette époque est révolue, passons à autre chose. Et il le fait admirablement bien, quoi. Le film le fait incroyable, quoi, incroyable. Et en 2010, nous avons eu aussi Inception, voilà, Nolan qui nous a torturé le cerveau pendant 2 heures, Shutter Island avec DiCaprio qui nous a retourné le cerveau dans un hôpital psychiatrique, et Les Petits Mouchoirs, au Guillaume Canet, nous retourne l'estomac, bien, 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 comme il faut, voilà. Place au numéro 7 et on retourne en 2011 avec Harry Potter, Les Reliques de la Mort, partie 2, parce que, ben, comme The Dark Knight et comme Toy Story 3, eh bien, c'est toute une saga, tout un pan de l'histoire d'Harry Potter qui se termine avec ce film. Et bon, ben, je vais me répéter, mais voilà quoi, le film se conclut magistralement bien, les acteurs incroyables, l'émotion est là, les frissons. On était avec eux pendant 10 ans, plus de 10 ans même. Les acteurs ont grandi, nous aussi, on a grandi ensemble avec eux. Et bordel que c'était émouvant, bordel ce final de ouf, quoi. Voilà. Parce que évidemment, quand tu as lu les livres et quand tu as vu les 8 films, ben, tu ne peux que t'attacher aux personnages. Et mention spéciale au monologue de Neville à la fin quand il prend l'épée de Gryffondor dans le chapeau. C'est juste... c'est juste... voilà, il n'y a rien à dire. Mais vous, oui. Parce que vous vous trompez. Le cœur d'Harry battait pour nous. Pour nous tous. Ce n'est pas fini. Oui, petit aparté. Alors, j'ai dit que je ferais un classement, mais j'ai jamais dit que je serais objectif. Je suis conscient que pour celui-là, j'ai pas beaucoup d'arguments non plus. Mais bon, voilà. En 2011, on a eu aussi évidemment Drive, la découverte Ryan Gosling. Police avec superbe film français avec Joy Star, très émouvant, et Marina Foïs, entre autres. Et évidemment, Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet. En numéro 6, eh bien, ça tombe bien que je vous parle de Drive avec Ryan Gosling, puisqu'en numéro 6, on retrouve Ryan Gosling avec La La Land. Eh oui, numéro 6, on part en 2017. Eh oui, 2017 déjà, les gars, 2017. Ouais, La La Land. Alors, pour celui-là, j'ai triché. Pourquoi j'ai triché? Parce que dans mon classement de top 10 2017, La La Land est numéro 2 et Dunkerque est numéro 1. Voilà. Mais comme je ne pouvais pas me résoudre à sacrifier La La Land pour Dunkerque, eh bien, j'ai sacrifié le 1 et pas l'autre. Ouais, parce que bon, je vais pas faire dans l'originalité, je pense, mais voilà. Moi, je suis allergique aux comédies musicales. Je suis allé voir le film parce que voilà, j'ai vu que ça marchait vraiment bien et que les gens étaient vraiment à donf dessus. Et bordel, la claque que je me suis prise, quoi. J'ai pris une claque parce que c'est un film qui m'a fait découvrir et aimer en même temps la comédie musicale. Parce que voilà, Damien Chazelle est trop fort et que je l'ai découvert avec ce film. Parce que le film ne nous montre pas ce qu'on veut voir, mais plutôt ce qui est logique de se passer. Et donc forcément, avec ce grand final, bon, mais je trouve qu'il y a beaucoup de mélancolie et de nostalgie dans ce film. Et il y a quelque chose d'intemporel avec ce film. Déjà, ça fait très années 50, je trouve. Ça se passe à notre époque, mais ça fait très, très années 50. Après, je ne sais pas s'il durera dans le temps, ce film, puisqu'il rend hommage aux comédies musicales des années 50 de Jacques Demy.
Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il va rester un bon moment dans les mémoires des spectateurs. Parce que tout est parfait là-dedans, quoi. Les acteurs sont extraordinaires. Ryan Gosling et Emma Stone en tête, quoi, forcément. Juste incroyable. Le duo fonctionne vraiment bien. Le film oscille entre rêve et réalité. Et au-delà de l'aspect rêve et réalité, il y a quelque chose d'onirique avec ce film. Et bon, Damien Chazelle a fait un travail extraordinaire avec la réalisation. Et les musiques, évidemment les musiques, comment parler de comédie musicale sans parler de musique. J'ai absolument kiffé toutes les musiques du film. Donc merci Damien Chazelle de m'avoir fait aimer la comédie musicale avec La La Land. En 2017, on avait aussi au cinéma Logan, voilà, Hugh Jackman extraordinaire, Dunkerque, grand film de guerre pour Christopher Nolan, Coco, où j'ai versé toutes les larmes de mon corps, Quelques minutes après minuit, où j'ai versé toutes les larmes de mon corps aussi, Silence, réalisé par Martin Scorsese, et qui parle de religion, j'ai bien aimé, Détroit, où sans dire de conneries, je crois que c'est Catherine Bigelow qui l'a réalisé, il me semble, mais je suis pas sûr. Et pour finir, Wine River avec Jeremy Renner et Elizabeth Olsen. Et je parlerai de ce film dans une prochaine vidéo, je vous rassure, je parlerai de ce film, il est incroyable. Pour le numéro 5, il n'y a absolument aucune concurrence, il n'y a vraiment rien. C'est pour ça que je vais faire une exception. Je vais d'abord vous donner les mentions honorables et ensuite je vous donnerai le gagnant. Donc en 2015, on a eu le sympathique Kingsman premier du nom avec Samuel L. Jackson qui zozote et évidemment la découverte Taron Egerton. Les nouveaux héros, très émouvants, les nouveaux héros. Sicario premier du nom réalisé par Denis Villeneuve, voilà, très bon film. Et vice versa, pareil, émouvant avec les nouveaux héros, c'est pareil, c'est du Pixar, l'émotion était au rendez-vous. Mais évidemment, en 2015, au Festival de Cannes, il y avait un film, et ce film, c'était Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller. Bon, voilà les gars, je vais faire dans l'originalité, hashtag ironie, parce que évidemment que Mad Max Fury Road devait faire partie de cette liste, c'est obligé. Voilà, je l'ai vu le film. Ils ont sorti une version noir et blanc muet. Et vraiment, elle est terrible cette version, elle est vraiment géniale. Ça s'appelle Chrome, version Chrome et métal, comme dans le film. Non, sinon, blague à part, je vais faire court. George Miller, je sais plus, en 2015, il avait quoi, 74, 73, un truc comme ça, 73 balais. Il a mis une déculottée à tous les producteurs et tous les réalisateurs qui voulaient faire des films d'action. Parce que putain, avec ce film, il envoie du pâté, mais sévère, quand le mec a 73 balais. Il démontre à tout le monde que c'est lui le boss, quoi. Et bordel, que c'était jouissif, putain, c'était jouissif à souhait. Tom Hardy, il a, je crois, 5 ou 10 lignes de dialogue, c'est vraiment... il est excellent dans ce film. Charlize Theron en fille rasée, c'est assez iconique, je trouve. Son personnage de Furiosa est très iconique. Et elle restera dans les mémoires aussi, ce personnage. Nicolas Hoult aussi avec Nux, c'est vraiment... bon, c'est le ressort un peu comique, marrant du film, mais il est vraiment émouvant aussi. Et puis évidemment, Immortan Joe, qu'on pourra aisément affilier à Dark Vador, bien, même si bon, l'acteur joue très bien, mais voilà. Mais voilà quoi, Mad Max Fury Road, bordel de merde, Mad Max Fury Road. On veut la suite, bordel, on veut la suite. Georgie, s'il te plaît, si tu nous entends, si tu nous écoutes, fais la paix avec la Warner et fais-nous cette putain de suite de Mad Max Fury Road, bordel de merde. On se rapproche tout doucement du podium puisqu'on arrive à la 4ème place. Et à la 4ème place, on part en 2018. Et bien, mon numéro 1 en 2018, c'était First Man. Donc évidemment, il est à cette place-là, évidemment. Hein. Voilà, First Man, qui est donc mon deuxième long métrage de Damien Chazelle dans ce top. C'est vraiment un réalisateur qui a été une révélation pour moi. Parce que je le connaissais vraiment pas du tout, ce mec. Je savais pas d'où est-ce qu'il sortait. Et c'est qu'après que j'ai vu Whiplash. Voilà. Et quand j'ai su qu'il allait faire First Man, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il va faire Armstrong qui joue du saxophone dans l'espace ou... Non, je rigole. Vraiment, voilà, First Man, je l'ai vu 3 fois au cinéma. J'ai pris un pied monumental à le voir. J'ai pleuré ma race quand j'ai le découvert. Et message à tous ceux qui n'apprécient pas Ryan Gosling et qui trouvent qu'il a un jeu d'acteur monolithique et inexpressif. Allez voir ce film si vous ne l'avez pas déjà vu parce que bordel qu'il est émouvant quoi. S'il y a un film à voir de Ryan Gosling, c'est bien putain c'est celui-là quoi, c'est celui-là. Il en a fait plein des beaux films mais il est d'une justesse d'acteur dans ce film juste incroyable quoi.
Voilà, donc Damien Chazelle, il m'a mis une grande claque avec ce film. Parce que les acteurs, la direction d'acteurs et puis les musiques, et puis les images, et puis tout, quoi, bordel de merde. J'ai vu en IMAX en plus. C'était un kiff monumental, quoi. Un kiff monumental. Voilà. Très émouvant ce film First Man, qui parle de Neil Armstrong. Enfin, plus précisément de tout le parcours de Neil Armstrong avec sa famille. Voilà. Et en 2018, on avait aussi au cinéma Les Heures Sombres, Grand Gary Oldman pour Grand Churchill, Ready Player One, Spielberg, voilà, la grande classe, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro et Three Billboards, Les Panneaux de Vengeance. On arrive à la troisième place du podium, et pour la troisième place du podium, je suis désolé, mais je vais faire comme pour le numéro 5. Je vais d'abord vous énumérer les mentions honorables, et ensuite je vous donnerai mon gagnant à moi, celui qui est premier dans mon cœur cette année-là. Donc c'est parti, en 2013, donc, nous avons eu Django Unchained, réalisé par Quentin Tarantino, grand western, Gravity, grand film spatial, space opéra, avec Sandra Bullock et George Clooney, Le Loup de Wall Street. Alors pardon Léo, tu es le meilleur de ta génération et tu aurais dû recevoir l'Oscar pour ce rôle-là, mais Le Loup de Wall Street ne fait pas partie de ce top, je t'ai sacrifié. Snowpiercer par Bong Joon-ho, avec Chris Evans, Jamie Bell et le grand regretté John Hurt, entre autres. Et Rush, qui parle de la rivalité de la Formule 1 entre Niki Lauda et James Hunt, avec notamment Chris Hemsworth et Daniel Brühl. Voilà. Et pardon vraiment d'avance d'avoir sacrifié tous ces films-là que j'adore vraiment, qui sont dans mon cœur. Mais un top est forcément subjectif, donc forcément ce sont les films qui nous touchent le plus à nous personnellement. Et donc en numéro 3, en 2013, un film est sorti avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal. Et ce film s'appelle Prisoners, réalisé par Denis Villeneuve. Et il m'a profondément marqué ce film, vraiment. C'est le meilleur rôle de Hugh Jackman pour moi. Je parlerai aussi de ce film dans une vidéo prochaine, c'est sûr et certain. Hugh Jackman se démarque tellement, il change tellement de registre qu'on avait tellement l'habitude de voir dans Wolverine, que là, il nous met une espèce de claque monumentale dans la gueule en termes de jeu d'acteur. C'est juste incroyable. Jake Gyllenhaal aussi, puisque pour jouer ce rôle-là, on y a rajouté des tics aux yeux en mode Vincent Lindon, quoi. Et donc, le duo d'acteurs fonctionne vraiment bien. Mention spéciale pour Terrence Howard et Paul Dano, qui sont des acteurs secondaires, mais qui vraiment... voilà, tous les acteurs sont vraiment extraordinaires, quoi. Il y a Melissa Leo aussi, pardon, Melissa Leo, je l'ai oublié. Et pourquoi ce film m'a marqué profondément? Déjà, c'est ma découverte de Denis Villeneuve, voilà. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, putain, le mec, je sais pas qui c'est, mais bordel, c'est le nouveau Nolan, tellement il est balèze, tellement il est fort, tellement il m'a retourné le cerveau. Et donc, je disais, il m'a marqué ce film parce que on y voit un père de famille, enfin deux pères de famille, voisins et amis, qui ont perdu, enfin leurs filles respectives ont disparu. Et donc, on va les voir dans toute leur fragilité, toute leur faiblesse et toutes les petites failles humaines qui fait de nous des êtres humains, quoi, vont ressortir et rejaillir. Et ça donne des jeux d'acteurs incroyables et un scénario magistral, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film? Qu'est-ce que je kiffe ce film, bordel de merde. Il est vraiment... il est terrible ce film. Je vous conseille de le voir. Il y a un petit twist final à la M. Night Shyamalan dans la fin. Et bordel que ça m'a ému parce que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui sur Terre. Donc, voilà, il m'a vraiment marqué ce film. Je l'aime d'amour. Et je l'aime vraiment ce film. Et puis amen, quoi. Sur la deuxième marche du podium, on va retourner en 2016 avec un grand film de guerre. Un des plus grands films de guerre de tous les temps pour moi. Tu ne le tueras point, réalisé par le grand Mel Gibson. Avec Andrew Garfield et Matthew Vaughn en tête. Et Sam Worthington aussi. Grand film, tu ne tueras point. J'ai vraiment apprécié de bout en bout. Je l'ai vu 3 fois au cinéma. Je l'ai tellement kiffé ce film que j'ai forcé mes parents à aller le voir.
Et quand ils l'ont vu, ils m'ont remercié de les avoir forcés à aller voir ce film parce que bordel, quelle histoire vraie, touchante et poignante de ce mec qui refuse d'aller, qui veut aller à la guerre, qui veut aller aider ses camarades à la guerre, mais qui refuse de tuer et de porter une arme. Voilà, comme j'arrive à expiration d'adjectifs et de superlatifs, je vais vite m'arrêter parce que vraiment ce film mérite d'être vu par le plus grand nombre. Bon, certes, les horreurs de la guerre ne sont pas du tout masquées ni camouflées, on voit tout. Mais grands acteurs pour grands films, pour grands réalisateurs, pour grands scénarios, pour tout quoi. La lumière aussi est incroyable, la photographie est dingue. Juste, putain, bravo quoi, bravo. Et après, on peut penser ce qu'on veut de Mel Gibson et de tous ses agissements, etc., ses dérives, ses déboires et tout ce qu'il a pu dire ou faire. Mais l'histoire retiendra que Mel Gibson est et restera un des plus grands réalisateurs de son temps. Voilà, clairement. Et j'ajouterai une grande mention spéciale pour monsieur Hugo Weaving, qui joue le père de famille qui a fait la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, et qui est magistral de justesse, tout simplement. Du coup, en 2016, qu'est-ce qu'on a eu comme film au ciné en 2016? Je vous le dis tout de suite. On a eu Les 8 salopards, Tarantino, encore une fois, je suis désolé, je t'ai sacrifié. The Revenant, voilà, grand DiCaprio pour grand film, mais bon, voilà. Premier Contact, Denis Villeneuve, allez, il est toujours là, lui, Denis Villeneuve. Et évidemment, pour finir, Zootopie, grand Pixar, très très grand Pixar, Zootopie. Mais malheureusement, pour tous ces grands films, mon cœur était déjà pris pour Tu ne tueras point. Et en numéro 1, on va repartir, les amis, en 2014. Plus précisément, le jour de la sortie du film, c'était le 5 novembre 2014. Je l'ai vu en IMAX, donc je l'ai découvert en IMAX. En 2014, j'ai vécu au cinéma, du moins, ma plus grande et ma plus belle expérience cinématographique de ma vie. J'ai vu le film 5 fois, et voir ce film 5 fois, ça représente 15 heures de film. Lors de ma première séance, j'ai pleuré à 4 reprises, donc c'est le film de tous les records pour moi. Le compositeur de ce film a composé la musique sans savoir absolument rien du film, juste en ayant le titre en tête, il ne savait absolument rien. J'ai vu ce grand monsieur, ce grand compositeur, le 4 juin 2016 à Toulouse au Zénith. C'était incroyable. Il a joué en live les partitions de ce film. Et ce film, le numéro 1 de la décennie pour moi, qui est dans mon cœur à tout jamais, c'est... Et comme forcément, en arrivant au numéro 1, je n'ai plus aucune objectivité, plus aucun adjectif ni superlatif à utiliser, que j'ai déjà tout donné pour les 9 précédents, et que vraiment j'aime ce film de tout mon cœur, je me le fais je crois 1 ou 2 fois par an. J'ai le collector de la FNAC, j'ai évidemment la BO du grand Hans Zimmer, évidemment, et j'ai tellement aimé ce film que il est passé numéro 3 je crois de mes films préférés de tous les temps, donc c'est pour vous dire. Et comme une image vaut mieux que 1000 mots, je vais vous laisser sur ce petit magnéto que j'ai fait. J'espère que le classement vous aura plu. Il y a eu énormément de sacrifiés, beaucoup de sacrifiés, trop de sacrifiés. Mais voilà, c'est un classement, il faut faire des choix. Il y a eu beaucoup de films dans cette décennie. On a eu beaucoup de surprises. Et là, c'est le moment où je me rends compte que j'utilise beaucoup trop le mot beaucoup. Donc, n'hésitez pas à me mettre votre classement dans les commentaires. Faites-moi péter ces commentaires. Et je vous laisse avec ce superbe magnéto. Allez, salut, ciao!